Amigo, c'est le grand retour des Unpopular Opinions sur la chaîne. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas demandé quelles étaient vos opinions les plus salées sur notre football en ce moment. Et vous en aviez des choses à dire, tellement qu'on va s'y mettre à deux aujourd'hui pour les juger. J'ai appelé le poteau Scipion en renfort. Adri, ça me fait trop plaisir que tu sois là. J'espère que tu es prêt. Bah écoute, merci à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir de venir sur ta chaîne pour discuter d'Unpopular Opinion. Je crois que la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça avait déjà été pas mal. Et si tu me dis que la sélection est assez dingue, j'ai hâte de voir ça. Ouais, elle est bien salée, bien comme il faut. Amigo, t'es déjà arrivé dans un pays étranger, sans réseau, sans wifi, à tourner en rond comme un pigeon avec ta valise à la main? C'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Japon. Et pour mes prochains voyages, je ne veux plus perdre de temps ni d'argent pour dénicher une SIM locale, super chère et compliquée à utiliser. Dorénavant, j'utilise systématiquement Saily, l'application eSIM des créateurs de NordVPN. En 2 minutes chrono, tu choisis ton forfait parmi plus de 190 pays, tu l'installes via l'application et boum, t'es connecté dès que tu poses le pied à l'étranger. Plus besoin de changer de SIM ni de faire la queue dans une boutique où personne ne parle anglais. Et le must, un seul téléchargement suffit pour tous les voyages. Tu changes de pays, tu changes juste de forfait avant de partir. Et si pendant ton voyage t'es à court de data, pas de panique, tu recharges en 2 clics. Cerise sur le gâteau, Saily protège aussi ta navigation, tu peux bloquer les pubs malveillantes, modifier ton emplacement virtuel, le tout avec une interface ultra simple. Franchement, c'est vraiment propre. Tu peux télécharger Saily dès maintenant et utiliser mon code AMIGO pour obtenir immédiatement moins 15% sur ton forfait. Je t'ai mis le lien dans la description, bien évidemment. Allez, on commence avec du très lourd d'entrée avec ce commentaire de NatCH3393. Lamine Yamal va flop, arrogant, tête brûlée, mal entouré, coucou Neymar, il va finir par prendre la grosse tête, négliger les efforts et son corps va lâcher et on a connu trop de futurs ballons d'or gâchés. Je l'ai pris et je l'ai mis en premier celui-là parce que c'est un commentaire qu'on voit de plus en plus actuellement, notamment depuis qu'il est en vacances, le petit Yamal. Ouais, c'est vrai, ça fait même 1 mois avec ce qui s'est passé, tu sais, la Ligue des Nations, Portugal, la story, il félicite pas les adversaires, ah oui, c'est vrai. On extrapole beaucoup de choses. Ouais, ça a vraiment monté en épingle. Ça rejoint aussi depuis l'élimination du Barça en Ligue des Champions, le fait que ça devrait être un Parisien peut-être ballon d'or comme Ousmane Dembélé. Finalement, on en a fait trop avec Lamine Yamal. C'est difficile de se dire que ce gars-là va flop parce que pour moi, il a tout pour réussir et faire une excellente carrière. Il est installé dans un club et j'ai du mal déjà à le voir bouger. Si tu me disais qu'Yamal ce serait un Neymar, parce que Neymar quand même il a pas à le bouger, tu vois. Santos, Barça, PSG, puis Arabie Saoudite. J'ai l'impression qu'Yamal il se destine quand même à une carrière à peu près à rester au Barça, à moins qu'il y ait un cataclysme. Mais au moins il sera dans un environnement qu'il connaît bien. La sélection espagnole, pareil, il est entouré d'amis comme Nico Williams. Il est dans le bon environnement. Oui, après il se passe des choses dans sa vie privée. Ça reste un tout jeune joueur. Enfin, on rappelle qu'au moment où on enregistre, il va avoir 18 ans. Donc, apparemment, la fête des 18 ans annonce du très oui, lourd. Tu l'as vu toi aussi. T'as pas été invité toi. Non, malheureusement. Dommage. Le carton d'invitation, je sais pas où est-ce que le livreur l'a oublié. Mais écoute, oui, il peut y avoir des éléments de perturbation. L'aspect physique, écoute, j'ai l'impression quand même qu'il récupère plutôt bien, que quand il a été blessé, même cette saison avec le Barça, son petit coup à la cheville, il est revenu assez facilement. Je pense qu'il aura des petites rechutes, mais je m'attends pas à ce que j'allais dire Neymar. Le lapsus révélateur. Malheureusement, soit souvent blessé. Non, moi j'ai envie de laisser le temps faire les choses et surtout le talent. Il nous a montré déjà qu'à l'Euro, c'était un joueur incroyable. Il a confirmé cette saison avec le Barça. Il est dans le top 2, top 3 ballons d'or, ce qui est déjà fou pour un joueur de cet âge-là. Et pour moi, la suite s'annonce radieuse. J'ai pas envie déjà de dire attention, Yamal, il se passe beaucoup de choses autour de lui. Il faut se calmer quand même. Il y a de la crainte de la part de certains supporters du Barça parce qu'effectivement, tu peux facilement faire le parallèle et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois très rapidement un petit peu les excès de chaque joueur, tout ça. En plus, tu vois les photos avec Neymar et forcément, en fait, ça te force à faire le parallèle. Talent gâché par les soirées, l'alcool, les femmes, tout ce que tu veux. La belle vie, quoi, la grande vie. Mais au final... Moi, je vois juste un gamin en vacances. Après une énorme saison, quand même, qui nous a pondu, le petit Yamal. C'est pas comme si on avait appris qu'il se mettait des grosses caisses la veille des matchs. Que toutes les semaines,
il se mettait chiffon. Bah, il a le droit de relâcher, il a le droit de s'amuser, il a le droit d'aller en boîte. Les polémiques là qu'on voit parce qu'il drague des Instagrammeuses et des OnlyFaneuses, je sais pas si on peut dire ce terme, mais concrètement c'est la polémique la plus nulle de l'histoire des polémiques. Il s'amuse quoi. Tous les footballeurs le font, qu'ils soient jeunes, plus âgés, à la retraite, donc voilà, c'est pas Yamal l'exception d'avoir cette vie. C'est juste qu'il est pas très discret, c'est tout. Dès qu'on a un joueur aperçu en boîte, il est pas professionnel. Mais faut aussi les laisser vivre, les mecs. Je veux bien raviser mon jugement dans 6 mois si on nous explique qu'il fait exactement la même chose avant un gros match de Ligue des Champions, avant même un match de Liga, tu vois, et qu'il y a vraiment une régularité. Mais sinon, pour moi, c'est pas un vrai débat, hein, je suis désolé. Pour moi, la vie, on va dire qu'il va passer, enfin, pas en footix, mais puriste dans le sens puriste de l'hygiène de vie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut avoir une vie de moine, il y a sinon un peu ça, ouais. c'est pas correct. Il y a un peu de ça. Allez, on enchaîne avec l'avis suivant, celui de Kessa Costore 91-85. La Coupe de France devrait se jouer uniquement avec des joueurs formés au pays. Ça donnerait l'occasion à plus de jeunes joueurs de se montrer et ça permettrait à pas mal de joueurs de soulager leur calendrier. J'appelle ça la Coupe Rassemblement National. Je crois que Jordan Bardella est abonné. C'est particulier comme envie parce que c'est une coupe nationale et pourquoi est-ce qu'en France on ferait ça, et la FA Cup, la DFB Pokal, la Coupe d'Italie, Coupe du Roi, tout ça on laisserait faire. Peut-être plus valoriser la Coupe de France et la remettre par exemple le week-end, tu vois, c'est ouf parce qu'on est quand même passé à un championnat de 38 à 34 journées, on a supprimé la Coupe de la Ligue, mais à chaque fois la Coupe de France dès le 16e, 8e, on l'a fait jouer le mercredi à 18h et les gens ils ont pas forcément les moyens de se déplacer. Pourtant la Coupe de France, tu l'as encore vu cette année avec Cannes, même Bourgoin-Jallieu qui tape l'OL, c'est une compétition, moi j'adore, elle te fournit des histoires, peut-être plus valoriser ça. C'est vrai qu'on a vu le lancement de Ligue 1+, et moi j'aimerais un jour, tu sais, qu'il y ait cette grande plateforme foot français, Cocorico, où là t'aurais Ligue 1, Ligue 2, National, Gambardella, Coupe de France. Là je pense que ça permettrait un peu plus de valoriser la Coupe de France, après mieux valoriser la formation, de par le contexte économique et le développement des clubs. On fait déjà jouer beaucoup de jeunes, franchement on est déjà dans une politique où il y a beaucoup de clubs qui mettent leurs jeunes en avant. On l'a vu avec le Stade Rennais qui a fait du Djaoui Cissé, du Kader Meïté, du Jacquet. On les met en avant, nos jeunes. Donc pour moi, faire une Coupe de France 100% formation, intéressez-vous déjà à la Gambardella parce que ça existe finalement, et là tu vois beaucoup de joueurs parce que de plus en plus tu vois des gamins de 17-18 ans qui arrivent en pro, qui ont du temps de jeu, qui sont quand même avec la Gambardella. Là pour le coup je pense que si tu veux vraiment une compétition où t'as que des mecs du cru, t'as juste à regarder ça. En plus c'est gratuit, c'est sur FFF TV de mémoire. Ouais, je suis d'accord. L'idée en vrai je la trouve pas complètement délirante, mais comme tu le dis, je trouve que c'est pas forcément nécessaire puisqu'on est quand même déjà un sacré pays de formation, et je pense que là vu l'état des finances des clubs, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes de la formation dans les effectifs de Liga et de Ligue 2, donc je pense qu'on n'a pas besoin de cette formule. Je pense que si on était en Italie, ça serait quelque chose à creuser par exemple. Je pense qu'ils ont du travail à faire au niveau de la formation. Il faut qu'ils fassent plus confiance à leurs jeunes. Quand tu vois encore la tronche de la sélection italienne, c'est pas normal de voir la sélection italienne aussi bas, je trouve, d'un point de vue sportif. Même la première ligue, franchement, forcer un petit peu certains clubs à faire jouer des jeunes, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais globalement, en France, ouais, je pense pas que ce soit nécessaire. Faire un petit peu plus de place le week-end au match de Coupe de France, tout ça, ça serait déjà une meilleure idée pour la revaloriser. Je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que la vie est footix? Non, peut-être même trop puriste là. trop. L'amoureux de la Coupe de France, lui, tu sens que les pitchs à l'habitant, tu sais, il allait en prendre 4-5 quoi. Il faisait des réserves. Sûr. Allez, on continue avec l'avis de Victor Botoville 4320. Harry Kane est probablement le neuf le plus complet de l'histoire. Hormis la vitesse, il a absolument tout. De près, de loin, de la tête acrobatique, tapine quasiment ambidextre, jeu de passe exceptionnel, redescend beaucoup pour faire le jeu, très technique, défend quand il le faut. Dans la discussion pour être le meilleur penalty de l'histoire, très physique aussi, bref, le gars peut absolument tout faire. Waouh. Il est grand fan d'Harry Kane, visiblement, il l'adore. Je sais pas combien de maillots floqués à son nom il a dans sa penderie. Moi, quand j'ai pris l'avis au début, je suis oula, il est un peu trop fan. Mais après, il a bien dit, on parle du joueur le plus complet. Pas le plus fort, pas le plus grand, pas le plus beau, vraiment le plus complet. Et je pense que si vraiment on se penche sur le registre de jeu et sur la capacité à être bon, très bon, excellent dans le maximum de critères que l'on peut sélectionner pour un attaquant, Harry Kane est dans le débat.
à minima. C'est une évidence, j'adore Harry Kane, je trouve que c'est un attaquant, c'est totalement fou qu'il ait gagné que son premier titre là, il y a 2 mois avec le Bayern en décrochant la Bundesliga. C'est pas le neuf le plus complet de sa génération, c'est le neuf le plus complet de l'histoire, on est d'accord, c'est ce qu'il a dit. De l'histoire, ouais, de l'histoire. Ouais, un des meilleurs neufs de sa génération, un des plus complets, ça évidemment, il est toujours dans le débat. Je suis d'accord pour dire que c'est un attaquant qui sait à peu près tout faire, qui a été très très bon. Je lui reproche quand même des fois certains gros matchs où il n'a pas non plus été tout le temps à 100%, que ce soit avec le Bayern en Ligue des Champions, que ce soit avec l'équipe d'Angleterre. Il a des très bonnes statistiques, mais tu sais, dans le moment où tu l'attends, il y a des fois, tu sais, ça a été un petit peu décevant, ouais, alors qu'il y en a d'autres comme Benzema. Bah lui, il a plus ses moments dans la campagne de LDC du Real en 2022 par exemple. Mais moi, il me manque ce truc dans les très très grands rendez-vous. Il a déjà été bon sur pas mal de matchs, mais il m'en faut un peu plus, tu vois. Je propose déjà qu'on essaie de recadrer un petit peu le débat, parce que déjà, c'est compliqué d'évaluer qui est l'attaquant le plus complet de l'histoire, dans le sens où déjà d'avoir des attaquants très très complets, capables d'être autant finisseurs que créateurs, c'est quelque chose de récent. Même dans les années 2000, on parlait pas encore de cette typologie d'attaquant. C'est vraiment un truc de 2010-2020 ça. Donc pour moi, ça réduit déjà assez concrètement la liste. Harry Kane, donc, Karim Benzema, tu l'as déjà cité, Robert Lewandowski qui est pas en reste dans le jeu, Luis Suarez, et on peut peut-être aussi rajouter R9 dans le début des années 2000 qui avait un certain impact dans le jeu. Justement, R9 pour moi c'était le plus fort. Tu vois, j'ai pas tous les matchs en tête parce qu'il faut évidemment, quand on parle de dribble, de finition, ça c'est tous les jours. Est-ce que c'était un playmaker, mais est-ce qu'il faisait autant de choses qu'un Harry Kane ou un Benzema pouvait faire? Et pourtant, on lui demandait pas ça. Non, pour moi, R9, il a pas ce côté créateur. Alors attention, il était très créatif. Que ce soit dans les dribbles, dans la percussion, c'est exceptionnel, R9. Et comme toi, moi si on me demande qui est le plus fort, je te mets R9 en premier, sans trop d'hésitation, il n'y a pas de souci. Et pour moi, il y a 2 classes d'écart avec Harry Kane. Mais si on reste dans le plus complet, je pense qu'effectivement, par exemple, R9, le jeu de tête, c'était pas spécialement son truc. Redescendre pour jouer comme un playmaker, c'était pas spécialement son truc. En même temps, il avait pas besoin, il y avait Ronaldinho, Kaka, Rivaldo. Lui, on lui demandait de marquer des buts et de faire des différences individuelles. Donc, je peux comprendre qu'on juge Harry Kane plus complet. Je peux faire à peu près la même chose avec Luis Suarez. Moi, personnellement, je préfère Luis Suarez. Je le trouve plus fort techniquement, capable de plus grandes différences individuellement qu'un Harry Kane. Mais pareil, au niveau du jeu de tête, Harry Kane, je le mettrais au-dessus. Au niveau de la création dans le jeu, même si Luis Suarez n'était pas en reste dans ce registre-là, je mettrais quand même Harry Kane un petit peu en dessous. Et encore. Ouais, moi, si tu me dis le 9 le plus complet, je mettrais quand même Benzema devant. Moi, je mettrais Benzema aussi. Benzema, je rajouterais une certaine polyvalence. Je me souviens de Benzema côté gauche. Harry Kane, je l'ai toujours vu en pointe. Après, peut-être que d'autres matchs m'ont échappé, mais en tout cas, Benzema, il a montré aussi qu'il pouvait jouer côté gauche et être tout aussi performant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Benzema l'a prouvé à plus haut niveau. Il a su porter son équipe vers des titres, chose que Harry Kane a eu un petit peu plus du mal durant sa carrière. Sans dire que Kane, c'est nettement en dessous, qu'il ne soit pas bon ou quoi que ce soit techniquement, bien évidemment, mais je mettrais quand même Benzema un poil au-dessus. Je pense qu'il y a quand même un peu plus de magie dans les pieds de Benzema. On se rejoint. Bon, la vie, j'ai quand même envie de le mettre un peu en footix, genre 30% footix, parce que aller direct nous a cédé. C'est le plus complet de toute l'histoire du football. Ce genre d'exagération, pour moi, c'est toujours un petit peu footix. Ouais, voilà, faut un petit peu doser. Voilà. Oh, celui-là, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup même. C'est l'avis de Panthère Noir Junior. Thibaut Courtois est à mes yeux au-dessus d'Iker Casillas dans l'histoire du Real Madrid. Depuis 2022, son niveau de jeu est monstrueux, quelle que soit la forme de l'équipe, y compris après sa blessure en 2024, où il ne prend pas un seul but sur la fin de saison. Régularité quasi parfaite, contrairement à Saint-Nicaire, et il a également plus de prestations vraiment décisives à son actif. Il aurait également mérité le podium du Ballon d'Or en 2022, si ce n'est la victoire devant Benzema. Bah écoute, moi je trouve... J'ai pas évidemment tous les matchs de Casillas en tête parce que j'étais jeune, j'en ai vu quelques-uns. Moi je trouve Courtois plus fort. Je suis d'accord. Après je trouve très fort au Real, à part sa première saison où il a pris pas mal de buts, où il a dû se régler. Sinon franchement, la finale qu'il a pu faire contre Liverpool en 2022... Mais c'est même pas que la finale, en fait, c'est toute la campagne européenne. Il est monstrueux. Parce qu'en fait, on s'est énormément focalisé sur Benzema, et à juste titre, hein, évidemment. Mais ce que réalise Courtois, absolument tous les matchs lui aussi, franchement, c'est incroyable, et on a tendance à l'oublier. Et effectivement, je trouve que sur les qualités pures de gardien, Courtois, c'est au-dessus. Casillas, c'est le Real. C'est la belle histoire. Il est espagnol, il a commencé
commencé très très jeune et il gagne très très rapidement la Ligue des Champions avec le Real. Il y a une histoire, il y a une aura qui est supérieure à celle de Courtois. Mais objectivement, et si on regarde vraiment que le sportif, pour moi Courtois est au-dessus. Si demain tu dois monter une équipe, tu dois choisir entre Casillas Prime et Courtois Prime, je prends Thibaut Courtois. Même dans ce Real là l'an dernier qui était un petit peu, tu sais, de quoi, je me souviens de certains matchs contre le Barça, notamment je pense que c'est la Super Coupe d'Espagne, ils en prennent 5, mais s'il est pas là, ça peut être 8-9 parce qu'il a vraiment des arrêts qui sont caractéristiques de Courtois, il va vraiment les chercher. Même là contre le PSG, il t'en sort 2 après, il peut pas faire non plus des miracles, même s'il se fait prendre par le pressing de Dembouz. Donc franchement, ouais, Courtois, là pour le coup, je pense que quand tu jugeras cet avis, bon non, c'est pas du tout footique, c'est bien parce que tu sais, de nous deux, enfin, je dis pas qu'on est des représentants, mais tu sais, de plus en plus, on dit attention à pas trop voir le football des tontons, des anciens, oui, le football des grands frères. Et là, pour le coup, Casillas, il n'y aura pas de révisionniste. C'était un très bon gardien, une légende du Real, de l'Espagne, tout ce que tu veux, mais il a eu aussi ses moments creux. Et par rapport à ce que Courtois a pu montrer sur une période plus courte, moi, évidemment, je suis d'autant plus bluffé. Je suis d'accord, surtout que ça n'a pas été simple pour Courtois quand il est arrivé. Il y avait la petite polémique avec Keylor Navas qui ne méritait pas spécialement d'être mis de côté, tout ça. Mais bon, il a encaissé les critiques, il a su gagner sa place. Franchement, Courtois. Non, en tout cas, pas footique cela vie, pas du tout. Moi, je le mettrais puriste, oui, on peut le dire. Puriste, il y a peut-être un côté un petit peu négatif. On va le mettre plutôt au milieu. On va juste dire, on est d'accord. On met le temps. Voilà, on valide. C'est bien ça. Celui-là aussi, tu vas le valider ou pas? Avis de Y déçu. Stéphane Ruffier, niveau performance pure, est le meilleur gardien français de la décennie 2010. Celui-là, il me régale. Supporter de Saint-Etienne sûr à 100%. Ouais, c'est clair. Alors, Ruffier, quand il était à son meilleur niveau à Saint-Etienne, il était dans le top 3 des gardiens du championnat. Oui. Il a souvent été même numéro 1 des fois. Immense. Il a manqué ce rendez-vous, soit international avec l'équipe de France parce qu'il y avait Hugo Lloris, soit un gros transfert parce que le Milan avant Donnarumma, tu vois, par exemple, est un petit peu changé de stature. Mais Lloris, ça restait quand même une référence absolue. Sa Coupe du Monde 2018, on a parlé des arrêts déterminants. Ce qu'il a pu faire contre l'Uruguay en quart sur d'autres matchs, ça me suffit, moi, à le mettre en numéro 1, quoi qu'il arrive, sur la décennie. Pour moi, il y a deux soucis avec Lloris qui font que il n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur. Je pense que déjà il y a un petit peu un délit de sale gueule. Le côté manque de charisme, sosie de Pierre Palmade, tu vois, c'est pas forcément le gardien qui t'inspire le plus confiance, qui te fait le plus rêver, tu vois, il y a pas ce côté très très rassurant. Il y a ce côté effectivement sur les relances au pied. Aujourd'hui, c'est une chose à laquelle on prête beaucoup attention. Sur les pénaux également, pas évident, mais au final sur les qualités de gardien pur, pour moi, c'est le meilleur français, au-dessus de Ruffier, au-dessus de Mandanda, au-dessus d'Areola, là j'en parle même pas. Est-ce que sa finale contre la Croatie ne joue pas aussi un peu en sa défaveur, alors qu'il fait franchement... Avec la petite erreur, ouais. Il fait un super mondial et t'as quand même ce but un peu casquette à la fin qui... Tu vois, genre la dernière image, elle est pas parfaite. Tu vas peut-être pas forcément penser à Lloris en premier quand tu te remémores la Coupe du Monde 2018. Ça peut entacher son bilan, et le pire c'est comme on parle des pénaltys, il sort le pénalty normalement qu'il peut faire basculer. Et là ça aurait pu dire ok, là Lloris s'est passé quelque chose, et après malheureusement la Suisse a rattrapé. Il y a eu les tirs au but où là elle a pas pu faire la différence, mais sinon sur l'ensemble de la carrière, même à Tottenham, tu vois, il est resté très longtemps. Il n'y a pas de débat avec Ruffier. Ça a été un des meilleurs joueurs des Spurs, tout ça. Non, franchement, tu peux peut-être mettre un débat entre Ruffier et Mandanda à la limite, mais Mandanda je mettrais quand même un cran au-dessus. Ça semble un peu footix quand même. Supporter déjà, un petit peu extrême. On lui souhaite bon courage avec la Ligue 2 à venir, parce que c'est un supporter stéphanois visiblement qui repart dans l'antichambre de la Ligue 1. Mais oui, je peux comprendre qu'il y a une immense affection. On va pas l'enfoncer, ça c'est dur. Oui. Ça c'est dur. Allez, on continue avec l'avis de Vitfi 147. Malgré l'absence de trophée, Arsenal est l'une des meilleures équipes d'Europe depuis 3 ans. Quoi qu'il arrive ensuite, le taf de Mikel Arteta aura été exceptionnel. Je suis pas loin d'être d'accord, hein. Non, on peut le rejoindre. Il manque juste, comme tout à l'heure, on a mis le tampon, on a validé. Il manque juste, une PL, une LDC pour valoriser ce cycle. C'est juste le meilleure équipe d'Europe qui me fait tiquer. Je pense qu'il il a une des meilleures, ou il a dit une des meilleures équipes d'Europe, mais quand même, on parle pas d'une équipe qui a fait dernier carré de Ligue des Champions sur les 3 dernières saisons. Tu vois, effectivement, là, pour le coup, oui, on est sur une des meilleures équipes de Premier League. Malheureusement, ça se concrétise pas.
l'excellent taf, et ça je suis d'accord, il y a un taf absolument incroyable qui a été réalisé par Mikel Arteta, par Edu également à l'époque, par le board. Il y a un gros travail au niveau de la reconstruction qui a été fait, mais il manque le titre pour couronner le tout. Là où je l'entends, et je pense que c'est ça qu'il a envie de défendre, c'est pas parce que Arsenal n'a pas gagné la Première Ligue qu'il faut tout remettre en question et que Mikel Arteta est une buse. C'est des commentaires que j'ai déjà pu lire par exemple sur Twitter où certains réclamaient déjà la tête de Mikel Arteta, disaient qu'il fallait passer à autre chose. Alors on l'a vu cette saison que Arsenal en Ligue des Champions avait des arguments. Maintenant, ça se fait pas comme ça. Enfin, la Première Ligue, c'est tellement compétitif, il y a tellement de concurrence, il y a tellement d'équipes hyper friquées capables de se monter des équipes de malades. Tottenham qui vient de se payer Mohamed Kudus et qui va se prendre Morgan Gibbs-White. Tu vois, je veux dire, franchement, c'est incroyable. Le pognon que ces équipes-là sont capables de claquer sur des joueurs. Je comprends la déception, par contre, du fait qu'Arsenal n'ait pas réussi à concrétiser ça cette année, alors que Manchester City était en baisse de régime. C'est pas parce qu'il y a cette déception cette saison qu'il faut tout remettre en question et dire que le travail de Mikel Arteta n'aura pas été exceptionnel. Oh, je suis pleinement d'accord avec toi sur le tableau dressé. Je rajouterai aussi la formation. Arteta a quand même permis à Miles Lewis Kelly, à Ethan Nwaneri d'apparaître dans cette équipe première, de Bukayo Saka d'encore progresser. Et là, ils ont la météorite Liverpool qui est très très bien dressée par Slot, qui va te chercher une saison incroyable en championnat. Pour moi, c'est une équipe qui s'est très très bien remise à l'endroit, qui a, comme tu l'as dit, fait les bons choix, qui s'est débarrassé des gros salaires, de joueurs qui ne rentraient pas aussi dans le moule d'Arteta. Là, ils font encore du mercato pour faire partie de ces meilleures équipes d'Europe, parce que de toute façon, quand on dit meilleure équipe d'Europe, on va dire, allez, on en prend 5, on va dire comme ça, quoi. Arsenal fait partie de ce top 10. Ouais, top 10, je suis d'accord. Quand tu vois d'où ils reviennent, à l'époque avec Mustafi, David Luiz, c'était compliqué. Hein. Franchement, c'était très très sombre. Hein. Ils auraient signé tous les jours pour être là. Par contre, je rajouterais un truc, c'est un niveau d'exigence supérieur cette saison. Je pense que maintenant, on n'est plus à l'heure de la reconstruction. Là, il faut juste aller chercher les 2 ou 3 joueurs qui vont te permettre d'aller gagner le titre. Il faut investir très fort. Pour le coup, il n'y a plus de reconstruction. On est passé dans une autre phase du projet. C'est la phase terminale du projet. Il faut savoir le concrétiser. Pour vraiment aller gagner comme pourrait le faire un Ancelotti ou un Conte, c'est peut-être pas l'homme qu'il te faut. Ça, on verra peut-être au bout d'une saison, au bout de la saison prochaine. Ouais, je te rejoins. On sera très vigilant à ce qui va se passer à Arsenal parce que pour moi, là, sur la ligne de départ, ils sont avec normalement City et Liverpool. Même s'ils n'ont pas l'expérience, le vécu peut-être de ces équipes à tous les étages, normalement on doit les juger tel quel et ça y est, c'est le moment quoi. Donc on valide. On valide. Petite exagération sur parmi les toutes meilleures équipes d'Europe. Petite exagération, mais ça va. Dans le fond, on est d'accord. Allez, on continue avec l'avis de Chadinho29. Oublions les Neymar, Suarez, Lewandowski, Modric, Ramos ou encore Xavi et Iniesta. Le 3e meilleur joueur de notre génération derrière Messi et Ronaldo, c'est Manuel Neuer. Il a tout gagné et surtout, il a révolutionné le poste de gardien. Mais plus encore, il a posé une autorité presque psychologique chez les attaquants adverses. Lorsqu'on parle des meilleurs joueurs d'une époque, on a tendance à trop sous-estimer les gardiens de but. Il a pas tort, hein. La vie s'entend. Franchement, il a pas tort. Alors, hein. La vie, il s'entend. Hein. Tu dis les joueurs les plus marquants de sa génération. Neuer, il est là. Qui c'est que tu mets juste après les 2 aliens? Ça va dépendre un petit peu de ta sensibilité. Si t'as été impressionné par un gros neuf comme Suarez, Lewandowski, Benzema. Si tu dis que Ramos, meilleur défenseur de l'histoire, peut-être c'est lui que tu vas mettre devant. Ramos, meilleur défenseur de l'histoire? Pour certains, oui, c'est le cas. Ah, là, c'est bon la populaire opinion qui surgit. Si tu dis que Neuer, par rapport à ce qu'il a fait, la grande équipe d'Allemagne de 2014, le Bayern, et puis la réinvention de son poste, le fait qu'il joue très très haut, qu'il ait aussi ses arrêts, l'arrêt forcément contre Ronaldo à une main comme ça, comme un gardien de hand. Ouais, franchement, moi, la vie, il me plaît bien. Moi, il a insisté sur un point particulier que je trouve très pertinent, c'est le côté révolutionnaire. C'est vrai que t'as Messi et CR7 qui ont quand même pas mal révolutionné le football, avec notamment le rôle d'ailier qui se met à marquer 50, 60, 70 buts par saison. Et c'est vrai que si on parle vraiment d'impact dans le jeu, là comme ça, j'ai tendance à penser que c'est lui qui a été le plus révolutionnaire à son poste durant cette décennie. On n'a jamais autant parlé de gardiens libéraux, on n'a jamais autant insisté sur la nécessité d'avoir un gardien capable d'être bon au pied. Et dans les années 2000, mais jamais on entendait ces trucs-là dans les commentaires. Non, on disait, il est bon, il arrête les buts. Il n'y a qu'à voir les gardiens aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas un gardien sur lequel on ne fait pas un commentaire sur la qualité de son jeu au pied. On voit même un Pep Guardiola capable de prendre un gardien un petit peu moins bon sur les qualités de gardien pur,
volontairement pour avoir un joueur de champ supplémentaire, pour avoir un mec super doué balle au pied. Je veux dire, on ne peut que l'attribuer à Neuer, cet impact-là. C'est tellement dur d'avoir de la reconnaissance en tant que gardien. Neuer a réussi à être une star. C'est très très rare, je trouve, à être une véritable star, à être un joueur qui fait réellement rêver les gosses. Buffon l'a fait, mais dans un autre style, beaucoup plus sobre. Tu vois, même Casillas, un petit cran en dessous quand même. Mais Neuer, c'est quand même sacrément impactant. Moi, je suis d'accord avec l'abonné. Hein. Ah, on peut mettre le petit tampon parce qu'il a bien résumé sa pensée sur ce que Neuer incarné, dégagé, même si voilà, tu peux dire que les 2-3 dernières années ont été compliquées, mais sur l'ensemble de la carrière, même, on n'a pas parlé de du Neuer de Schalke, qui lui aussi était impressionnant, enfin quand ils font leur très très belle campagne, quand ils vont jusqu'en demi-finale contre United en 2011, donc ouais, Neuer, top 3 joueur de sa génération, moi ça s'entend absolument. Ça s'entend. Même si moi j'ai un petit affect particulier pour Luis Suarez qui m'a vraiment époustouflé. Mais objectivement, Manuel Neuer a totalement les arguments pour y prétendre. Avis suivant, celui de Ayman El-Kaï. Pour moi, Darwin Núñez, s'il part à Naples, va devenir le meilleur buteur de Serie A et un des meilleurs buteurs au monde. Il a de grosses qualités techniques et athlétiques, assez rapides. Il aura de bons passeurs à ses côtés. Pour moi, il lui faut juste un entraîneur comme Conte qui lui permettra d'améliorer sa finition, qui est selon moi la cause d'un blocage mental du gros transfert à Liverpool, comme Conte l'avait fait par exemple avec Lukaku. Il y a du boulot. Il part de loin quand même, hein, parce que là, la comparaison avec Lukaku, je l'entends dans le profil, hein, ce côté grand attaquant, très costaud, mais également assez rapide une fois lancé. Hein, peut-être pas sur les premiers, mais une fois lancé, c'est vrai qu'ils sont quand même assez rapides, mine de rien. Techniquement, je mettrais quand même Darwin Núñez un petit cran sous Lukaku, mine de rien. Moi, Darwin Núñez, c'est un joueur qui me déçoit. C'est un joueur qui me déçoit. Je croyais beaucoup en lui après ses belles saisons du côté de Benfica. Je suis assez d'accord que globalement, il a un potentiel, mais on parle d'un joueur qui a quel âge maintenant, 25 ans, 26 ans, un truc comme ça, qui n'a pas spécialement progressé du côté de Liverpool, alors qu'il a quand même eu Jürgen Klopp comme coach. C'est quand même un grand façonneur de talent. Hein, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont devenus des top players grâce à lui. Et d'ailleurs, moi, j'étais très content quand Darwin Núñez va à Liverpool. Je me suis dit, tiens, il y a ce qu'il faut pour qu'on arrive enfin à gommer ses défauts et en faire vraiment un top attaquant. Peut-être que Conte y arrivera, mais... là, comme ça, je vois pas trop ce qui permet de l'affirmer. Ah, c'est un point positif pour lui d'être désiré par Conte. Si Conte le veut à Naples, tu dis ok, normalement c'est le coach idéal pour avoir ce fameux déblocage, peut-être un championnat en Serie A où ça lui correspondra mieux à son style d'attaquant. Moi aussi j'étais déçu de sa trajectoire à Liverpool parce que tu sais, il arrive en même temps qu'Haaland et forcément les gens le comparent à l'époque par rapport à Haaland qui lui a mis, t'as parlé je sais plus tout à l'heure de 2-3 vitesses, là c'était carrément un circuit qui lui a mis dans la figure. Il y a eu de la saison passée où tu vois, je suis allé revoir, il met un peu plus de buts mais tu sens encore qu'il peut t'offrir plus et là il y a changement de coach et là il est remplaçant, il marque pas assez, il y a des ratés qui sont assez critiques et tu dis là il y a des défauts majeurs. Il y a un manque d'intelligence de jeu en fait. Je reprends la comparaison avec Lukaku. Lukaku en termes de placement, en termes de qualité d'appel de balle, c'est quand même largement au-dessus de Darwin Núñez. Darwin Núñez, il a toujours ce côté un peu pitbull, un peu... J'ai l'impression qu'il a toujours pas cette capacité à vraiment sentir le jeu, à aller là où il le faut avec le bon timing. C'est assez frustrant en fait qu'il n'ait pas réussi à franchir ce cap. Bon, on verra si Conte en sera capable. Allez, on va valider l'avis parce que ça reste plausible, même si moi j'y crois pas, mais ça reste personnel. On valide l'avis. Il a dit un des meilleurs attaquants du monde, on est d'accord. Ah, j'avais oublié ça par contre. J'avais oublié qu'il avait dit un des meilleurs buteurs au monde quand même. Hein. Qu'il soit déjà un des meilleurs attaquants de Serie A, c'est très bien. Ouais, allez, on va dire, 30% footique, c'est peut-être un petit peu too much quand même. Ah ouais. Oula, celui-là il est costaud. J'espère que t'es chaud. Avis d'espion, Weiser, Verratti n'a rien à envier à Iniesta, à part le palmarès. Alors là, comme ça, moi j'ai envie de dire le palmarès, on est d'accord. Les stats aussi. Je pense qu'en termes de buts, de passes décisives, bon évidemment j'ai pas les chiffres de tête, mais c'est pas bien dur d'être au-dessus. L'apport offensif aussi, mais bon à la limite je pense que ça, Verratti compense avec l'apport défensif. Magnifique joueur, exceptionnel joueur Marco Verratti. En vrai c'est la comparaison moi qui me dérange, je sais pas toi.
Moi, à la limite, je le comparais peut-être plus à Busquets en termes de profil de jeu, en termes de registre de jeu, en termes de positionnement. Mais pour moi, la comparaison avec Iniesta n'a pas franchement de sens. Ouais, il n'a pas de sens par rapport aux joueurs que représente Iniesta et même au profil, parce que même si Verratti, quand il arrive au PSG, de mémoire, c'est Mota qui est vraiment la sentinelle, et lui, il est un peu plus haut avec Matuidi, mais au fur et à mesure, quand Mota est parti, c'est lui qui a reculé, et du coup, c'était plus un 6, et tu peux pas comparer un 6 vraiment avec Iniesta, qui surtout lui-même a joué des fois ailier gauche avec l'Espagne. Peut-être que s'il avait été dans ce PSG version Luis Enrique, il se serait régalé. J'aurais aimé voir ça par contre. Verratti sous Luis Enrique, ça aurait pu être merveilleux à voir, hein. Vraiment. Bon, après, il est arrivé et il l'a fait partir. Mais bon, c'est parce que c'était un Verratti qui avait déjà 31 ans, qui était au bout du rouleau, qui malheureusement ne faisait plus partie de 25 ans ses plans. Sous Luis Enrique. Ouf. Et d'ailleurs, il aurait pu rejoindre le Barça à une époque. C'est vrai que c'était la guerre avec Nasser Barça. Ça aurait été hyper curieux. Ça fait partie, Verratti, des joueurs qui nous ont marqués, mais tu as quand même ce petit côté what if. Et si il n'y avait pas eu de blessure ici, tu arrives dans une autre époque, ou ce grand Barça, peut-être qu'on l'aurait jugé peut-être un peu plus proche de ces monstres-là. Désolé, mais là, pour le coup, la vie passe en 100% footix. Unpopular opinion de Benjamin Rouge 641. Sans Mbappé, l'équipe de France serait meilleure. Barcola, Dembélé, Doué devant, ils se connaissent par cœur. Je comprends pas pourquoi Deschamps ne teste pas ça. Il y a débat. Il y a débat. Moi, je comprends la logique de l'abonné. Et c'est vrai que très souvent, quand on voit les équipes qui gagnent durant les Coupes du Monde, durant les Euros et les autres compétitions internationales, ce sont souvent celles qui ont le maximum de joueurs qui jouent ensemble en club. Donc, je comprends totalement la logique. Donc, je dirais pas que l'abonné a tort. Mais je suis pas totalement d'accord dans le sens où Mbappé ne casse pas totalement cette logique non plus. Mbappé a joué avec Dembélé en club et en sélection. Et dans le registre de jeu, Mbappé, quand tu le mets côté gauche, c'est du Barcola en mieux. Mbappé est plus évolué qu'un Bradley Barcola. J'aime beaucoup Barcola, mais il a encore beaucoup de progrès pour arriver au niveau de Mbappé. Pour moi, Deschamps, il doit faire un véritable travail pour remettre un petit peu les statuts à plat. Tu mets Dembélé en pointe, Doué à droite, Mbappé à gauche. On traite Mbappé comme les autres joueurs de cet effectif. On arrête de croire que l'équipe de France, c'est lui. Ce n'est pas lui. C'est un joueur parmi tant d'autres, un joueur majeur si tu veux, mais c'est pas le joueur sur qui tout repose. On le voit très bien, même au Real, que ça ne fonctionne pas. Mais ça, pour moi, c'est plus le travail du sélectionneur. Je pense qu'on est tous d'accord, on aimerait tous voir, mais j'ai peur que Deschamps, malheureusement, il change pas sa ligne de conduite où c'est Mbappé numéro 1, il en a fait son capitaine. Mais Mbappé, il a pleuré pour jouer côté gauche. Pourquoi il voudrait pas jouer côté gauche maintenant ? Ça, je comprends pas. Au Real, c'est je suis pas mon poste, je suis pas un 9. Mais en équipe de France, il faut quand même qu'il joue 9. Je comprends pas. Ouais, il y a une logique qui me dépasse. Et moi, d'ici la Coupe du Monde U26, qui sera la dernière compète de Deschamps, je m'attends pas justement à cette révolution. Je pense qu'il va essayer de s'appuyer sur quelque chose qu'a pu produire Luis Enrique, mais l'adapter à l'équipe de France avec Mbappé dans l'équation. J'ai l'impression que ce sera un petit peu comme ce qu'on a pu voir. C'est pas de l'autogestion, mais c'est Mbappé. Puis après, tu construis un petit peu autour de lui, tu t'inspires. Tu vois, on a fait une grande Coupe du Monde où Mbappé a été incroyable en 2022 sur les moments clés. L'Euro, il a eu son histoire, la fracture du nez, il est passé à côté de sa compète. Après, c'est un mec qui peut t'apporter encore une fois, dans des moments clés, un truc en plus, mais ce truc en plus, il a tendance à disparaître, et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Arsenal, tu vois, ce côté, allez, on lui laisse encore. Non, là, désormais, on est ultra exigeant, parce que c'est lui-même, il a pas arrêté de dire, donnez-moi les responsabilités, c'est moi le numéro 1, vas-y mon coco, il n'y a plus qu'à prouver, quoi. En plus, là, t'es entouré de tes copains, de joueurs que tu connais par cœur, de joueurs ultra compatibles, de mecs qui vont faire les efforts pour toi, parce que Dembélé, Doué, ils vont faire le pressing, pendant que Mbappé, il sera toujours devant à attendre le ballon. C'est clair. Comment il fait pour avoir une telle emprise partout où il passe, que ce soit au PSG, que ce soit en équipe de France, même au Real, j'ai l'impression, peut-être à degré moindre, parce que là on est quand même au Real Madrid, mais même au Real, tu vois, là j'ai l'impression que les débats, alors, là ces derniers temps, ça commence plus à parler de potentiellement dégager Vinicius que Mbappé. Alors certains me diront que moi aussi je voulais dégager Vinicius dans mon mercato idéal du Real. Je reprécise, s'il y a réellement une offre de l'Arabie Saoudite à 300 millions d'euros, oui je vends Vinicius. Là, à l'heure actuelle, celui qui a déséquilibré l'attaque du Real Madrid, c'est Mbappé. Quand je vois encore la première réaction de Didier Deschamps sur le Ballon d'Or, quand il te dit Dembélé, oui, c'est un favori, mais il y a aussi Mbappé. Ok, il fait soulier d'or, très bien. Mais vu la saison qu'il fait, les difficultés qu'il a pu rencontrer, notamment en équipe de France, en plus, il a été directement touché. Didier Deschamps, il est
première loge pour s'en rendre compte. Pour moi, c'est quand même le symbole d'une emprise assez incroyable. Ouais, à voir si Xabi Alonso va essayer de lui inculquer quelque chose. Pourtant, il y a plein de coachs qui ont essayé. Luis Enrique avec la fameuse séquence sur Movistar, t'aimes bien Michael Jordan, défend comme lui. Changer un petit peu cet état d'esprit. Pour ce qui est de la vie, je vais pas le mettre en footix, mais me dire que Barcola plutôt que Mbappé c'est mieux, j'ai quand même du mal. Hein. Ouais, on attend encore de voir Barcola. Après, il est dans le bon contexte pour se développer. Ça parle d'un intérêt du Bayern. Est-ce qu'il a besoin vraiment de partir du PSG pour avoir sa progression? Après, ça reste un jeune joueur. Ça reste un jeune joueur qui a encore beaucoup de marge de progression. Faut le laisser grandir tranquillement. Voilà. Allez, on va mettre un petit 10% footix quand même parce que ça contribue à la hate permanente sur Mbappé. Et c'est vrai que je trouve qu'on en fait quand même toujours un petit peu trop, même si évidemment il n'est pas irréprochable. Bon, on va terminer là-dessus, mon bon Adri. J'espère que tu vas passer un bon moment. Ok, comme toujours, franchement, c'était riche, plein de petits débats vraiment passionnants sur Arsenal, sur les numéros 9, sur les gardiens de but. Moi, j'ai bien aimé celui sur Harry Kane. Un petit peu. Harry Kane, franchement, c'était bien et tout. Au moins, ils nous ont mis à contribution, on a bien bossé, on a bien réfléchi. Et en plus, je t'avais dit de ne pas m'envoyer les avis pour être dans la totale surprise. Et tu vois, là, j'étais vraiment dans le mood, donc c'était parfait, quoi. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez bien à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Avant de partir, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore vue avec la folle histoire de Niklas Bendtner. Vraiment, je me suis rarement autant marré en écrivant une vidéo. Vraiment, elle est exceptionnelle. Je peux pas vous en dire plus, il faut que vous le découvriez par vous-même. Vraiment, vous avez jamais vu ça. Et vraiment, je n'exagère pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.